Donc moi, je me présente, je m'appelle Joséphine pour ceux qui n'ont pas reçu mes mails, ou normalement, je vous ai tous contactés sur LinkedIn aussi pour vous prévenir des changements qu'on a pu avoir. Et je suis en charge de l'école Lyon. Donc avant de laisser la parole à Victor, je voulais vous expliquer qui on était chez Lyon et ce qu'on faisait. Victor, je te laisse mettre la slide d'après, s'il te plaît. Donc Lyon, on est une école de formation, on a été créé en 2016, donc il y a quelques années maintenant, et donc on est l'école de l'ère entrepreneuriale. Je préfère juste préciser un petit peu ce que c'est, parce que parfois ça peut porter à confusion. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des entrepreneurs, mais entreprenant dans sa vie professionnelle. Et évidemment, être entreprenant dans sa vie professionnelle, ça passe par beaucoup d'éléments différents. Et l'objectif, c'est d'être épanoui dans sa vie professionnelle, encore une fois. Donc, de rencontrer des nouvelles personnes, de monter en compétence sur certaines thématiques, de découvrir des outils, des méthodes et de comprendre comment c'est fait dans d'autres entreprises aussi. Lyon, on a plein de formations différentes. Le but, c'est vraiment toutes les personnes en tant qu'individus qui ont la volonté et envie d'apprendre et de s'initier à un métier ou à une thématique. Voilà, dans ce cadre-là, bien évidemment, on a des formations produits, on a des formations sur le management, on a des formations sur la reconversion professionnelle et on a une formation, vous vous en doutez, autour du gros. Victor, je te laisse mettre la slide d'après. La formation Gros Hacking, elle a été créée il y a un peu moins de 3 ans. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la formation produit a tout pile 3 ans aujourd'hui, donc on était super content de fêter cet anniversaire-là. Et la formation grosse a été créée en 2019 aussi, mais en avril 2019. À l'époque, c'était une formation qu'on avait appelée Gros Hacking. Donc c'est marrant de se retrouver aujourd'hui sur un sujet où on dit pourquoi est-ce que le terme Gros Hacking est mort. Juste pour vous expliquer rapidement, la formation grosse, c'est une formation pour maîtriser les basiques, les piliers du gros et comprendre du coup comment est-ce qu'on peut faire grandir la croissance de manière rapide mais durable et voir un peu quelles sont les méthodes, quels sont les outils et comment faire donc pour automatiser, pour mieux comprendre sa cible, pour mieux l'adresser, comment prendre son fichier d'expérimentation, tester des choses, voir ce qui marche pas, retenter, améliorer et itérer à chaque fois. C'est une formation où évidemment vous apprenez avec des experts terrain, donc des personnes comme Victor, qui ne viennent pas vous partager une science exacte, mais vraiment qui viennent vous partager leur vision et leur quotidien, leurs outils et ce qu'ils ont pu apprendre dans leurs différentes expériences et ce qu'ils voient et ce qu'ils mettent en place dans leur entreprise. Et donc, c'est ça qui est super intéressant et une force dans notre pédagogie chez Lyon, évidemment, c'est en fait, on vous présente dans chaque formation à peu près une dizaine d'intervenants qui ont une vision et qui ont des expériences différentes, qui travaillent dans différentes aussi structures dans différentes structures d'entreprise, parfois services, parfois produits, parfois B2B, parfois B2C, de différentes tailles. Et en fait, c'est à vous, avec ce panel d'intervenants différents, de placer votre curseur, de voir ce qui est adapté et ce qui est similaire à votre situation. Et quand ça ne l'est pas, de vous poser les bonnes questions et de comprendre la logique et les raisonnements qu'il y a eu derrière. Donc voilà, notre formation Gros Hacking, c'est une formation en 5 semaines. 6 semaines en présentiel et donc vous rencontrez une dizaine d'intervenants pour comprendre un petit peu les piliers au fur et à mesure et vous travaillez sur des projets concrets pour que vous puissiez vraiment ensuite mettre en application dans votre quotidien. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à contacter soit camille@johnlyon.co, soit à m'envoyer moi, à me contacter sur LinkedIn pour que je puisse répondre à vos questions. Bien évidemment, c'est dans ce cadre-là que j'ai contacté Victor, parce que nous, le but chez Lyon, c'est notre formation, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est une formation qui évolue au fur et à mesure, et donc on cherche toujours de nouveaux intervenants pour avoir leur point de vue, leurs expertises, et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai contacté Victor. Et ensemble, on a échangé, on a appris à se connaître, et très rapidement, on est arrivé à une même réflexion qui était de dire en fait, le terme gros hacking a souvent amené une mauvaise réputation à son image. Donc en fait, beaucoup de personnes pensaient que le gros hacking, c'était un peu des magouilles, un peu comme sur le dark web avec nos gros sous à capuche où on va bidouiller des choses et en 3 jours, paf, on est super riche, on a tout défoncé et on devient les stars de notre boîte parce que la croissance a fait x 12 000. La réalité, elle n'est pas ça. Hein. Évidemment, le gros hacking, ou le gros, parce que le gros hacking peut attirer une mauvaise image, c'est en fait beaucoup de méthodologie, c'est assez technique parfois, et il y a une rigueur à avoir, et il y a toute une méthodologie à suivre et des process à suivre. Et donc, c'est
pour ça que c'est super important pour moi et donc pour nous tous d'être là aujourd'hui pour avoir la vision de Victor et l'approche que lui va en avoir chez Mano Mano. Donc Victor est senior growth depuis plus de 3 ans chez Mano Mano et chaque entreprise peut avoir une vision différente du growth ou en tout cas une stratégie différente. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des intervenants qui viennent d'entreprises différentes et qui ont des visions différentes. Donc voilà, c'est fini pour moi pour mon monologue pendant ces quelques longues minutes et j'espère quand même que vous savez maintenant que vous avez un peu plus compris qui on était chez Lyon et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on parle du gros. Donc voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas, le chat est là pour vous et on reprend à la fin toutes vos questions. Merci encore d'être avec nous ce soir et merci évidemment Victor d'être avec nous et merci Victor de nous partager tout ton retour d'expérience et tout ce que tu as pu apprendre chez Mano Mano. Et je te laisse la parole. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vais commencer par me présenter rapidement, puis après on ira un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc ça fait 3 ans que je suis chez Mano Mano. Avant ça, j'ai eu un background plutôt d'ingénieur, où j'ai fait beaucoup de maths. J'ai commencé ma carrière en faisant du machine learning pour la recherche médicale. Cette première expérience en machine learning m'a amené à ensuite travailler en tant que data scientist dans une boîte de voyage, un comparateur de vol en Colombie. Et ce comparateur de vol m'a amené à travailler en fait sur toutes les thématiques marketing qui étaient liées à la data. J'y ai passé 2 ans avant d'arriver chez Mano Mano, à un poste un peu transverse à l'acquisition pour réutiliser mes compétences data et faire monter la marketplace Mano Mano. Pendant cette présentation, je vais rester, je m'en excuse, parfois un petit peu large parce que je pense que malheureusement, chaque tactique de growth est très liée à l'entreprise dans laquelle on pratique le domaine. Mais pour autant, vers la fin, je vais être un petit peu plus précis avec des exemples de projets. Et n'hésitez pas dans vos questions à me partager vos interrogations quant aux outils, à des projets très spécifiques qu'on pourrait avoir chez Mano Mano et aux liens qu'ils pourraient avoir potentiellement avec vos problématiques dans vos entreprises. Donc, pour commencer, déjà une présentation de Mano Mano. Je ne sais pas si tout le monde connaît Mano Mano. Alors, Mano Mano, c'est une marketplace de bricolage. C'est le leader européen en la matière. Marketplace, pourquoi? Parce qu'on ne détient pas nos produits. On met en lien des marchands avec des utilisateurs. Il y a énormément de produits, environ 10 millions de références. Encore ici, c'est très spécifique au bricolage parce que les besoins de vis sont très particuliers d'une maison à l'autre, les besoins de perceuses sont très particuliers, les besoins de tondeuses le sont aussi, et tous les accessoires qui vont avec. Donc, ça crée un énorme volume de produits. En face, il y a forcément un énorme, un petit peu moins important volume, mais quand même assez conséquent de marchands, avec plus de 3600 marchands actuellement sur la plateforme. Ces produits et ces marchands sont en face de plus de 7 millions d'utilisateurs actifs. Ça représente 50 millions de visiteurs uniques par mois. Et tout ça, ça a généré, je suis désolé, je communique les chiffres de 2020 parce qu'on n'a pas encore, il me semble, communiqué officiellement les chiffres de 2021, mais en 2020, on a fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et pour environ 100% de croissance. Une très grande raison, c'est que le Covid a accéléré la croissance de l'e-commerce et notamment sur les secteurs du bricolage où tous les gens étaient complètement bloqués chez eux et n'avaient que ça à faire. Et aujourd'hui, on est 900 Mana, c'est Mano, comme vous l'appelez chez nous. Donc, grosso modo, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la growth dans une boîte quand même relativement grosse. Aujourd'hui, on parle pas mal de growth pour des startups, pour des petits logiciels SaaS, etc. Moi, l'approche que je vais développer ici, c'est une approche qui est plutôt adéquate pour les boîtes assez grosses avec des gros volumes. Donc, vu le nombre d'éléments qu'on a ici, on peut déjà se dire que le marketing chez Mano Mano est extrêmement data. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de sellers, il y a beaucoup de produits et donc il y a beaucoup d'interactions. Donc, la data est vraiment au cœur de notre métier chez Mano Mano. Alors maintenant, je vais rebondir sur comment est structuré le marketing pour répondre à ce marché et s'adapter à notre produit de marketplace. Alors grosso modo, il y a 3 piliers. J'en ai mis 2 en bas de page que j'ai omis dans la première présentation. J'en suis désolé si jamais il y a des équipes de Mano Mano qui m'écoutent.
Donc, il y a une première partie qui va être la partie communication et marque. Donc, c'est plutôt tout ce qui est haut de funnel. Donc, ces équipes vont essayer de construire une image de marque pour Mano Mano en communiquant sur la télé, en achetant des pubs, en consolidant toute l'image de marque qu'on a sur le site, en améliorant la rédaction de nos pages, etc. Ensuite, il va y avoir une partie commerce. Cette partie commerce, elle est très proche, je pense, au retail et au marketplace. La partie commerce va s'occuper de tous les produits et du parcours d'achat sur le site. Et dans ces équipes-là, il va y avoir des catégories managers qui sont responsables un petit peu de toutes les catégories, des équipes promotion qui vont décider quels produits mettre en promotion et à quel moment, des équipes PIM qui vont essayer de gérer un petit peu toute l'information des produits et comment les agencer entre elles. Et ensuite, il y a une grosse équipe digital marketing qui va comprendre en fait les thématiques grosso modo d'acquisition et de rétention, mais plus globalement le marketing perf. Dans ces équipes, il y a le SEO, le CRM, le content, l'acquisition payante et notre équipe growth. Donc toutes ces équipes-là vont collaborer vraiment étroitement pour faire bouger la croissance de Mano Mano. Bien sûr, il y a un énorme support des équipes IT et des équipes data. Il y a des FT qui sont dédiés au marketing et les équipes data allouent beaucoup de ressources humaines à nos sujets marketing. Tout ça, en prenant uniquement la partie marketing, ça représente environ, si je ne dis pas de bêtises, plus de 70 personnes et on est à beaucoup plus avec l'IT et la data. Donc vraiment, là, on interagit dans de grosses équipes et non seulement une équipe avec un directeur marketing, une personne au traffic management et quelqu'un à la marque. Là, les interactions sont assez complexes. Il y a pas mal de process, mais pour autant, on a une équipe growth à l'intérieur de celle-ci qui interagit dans tous les sens. Je vais maintenant définir un petit peu qu'est-ce que l'équipe growth dans tout ça, comment on interagit dans le digital marketing. Alors, grosso modo, on a à la fois une définition et un socle de compétences. On n'est ni propriétaire de la définition, ni propriétaire du socle de compétences, mais le mix des deux fait qu'on est une équipe un petit peu à part chez Mano Mano. Alors, pour ce qui est de la définition, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui les connaissent un peu. C'est quelque chose qui est plutôt large au marketing. Grosso modo, notre rôle à nous, c'est exposer au maximum les utilisateurs à la valeur de notre produit. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du produit, on ne va pas modifier le funnel d'achat, on ne va pas modifier les produits qu'il y a sur le site ou le contenu qu'il y a sur le site. Nous, notre job, c'est vraiment d'amener plus d'utilisateurs ou de les retenir plus, de les aider à convertir mieux, etc. Comment on fait ça? On va venir expérimenter rapidement plein d'hypothèses. Je reviendrai un petit peu derrière sur comment on organise notre travail au sujet de ces tests. Ces hypothèses-là, on va venir les tester par la donnée. La donnée, c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre équipe et peut-être la chose qui nous définit le plus. Et ensuite, une fois qu'on a testé ces hypothèses avec la donnée, on vient automatiser ce qu'on a fait de manière à scaler nos opportunités. Alors, pour faire tout ça, on a une équipe vraiment réduite par rapport au marketing global de Mano Mano. On est seulement 3 ou 4 personnes en fonction des moments. Là, on va grossir légèrement, mais on n'atteindra pas plus de 10 personnes d'ici quelques années, je pense. Et cette taille relativement réduite, ça nous permet d'itérer très rapidement dans une boîte qui est de plus en plus quand même, on va dire, processée et organisée au vu des volumes qu'elle gère. Notre rôle nous permet et nous oblige à être extrêmement transverse. Et donc, avec comme cœur de métier la data, on va venir communiquer avec un petit peu toutes les équipes que vous avez vues dans la slide d'avant pour essayer de faire connecter les sujets et lancer de nouveaux tests. Ensuite, on est on est plutôt bricoleur, donc on teste et on déploie nous-mêmes des solutions pour aller vite. Et comme je vous l'ai dit avant, on est extrêmement data-driven. Donc en termes de profil dans l'équipe, en général, ça va être des personnes qui sont soit ingénieurs avec un très gros envie de faire du commercial, soit commercial avec une très grosse envie et des très grosses compétences tech. On a un espèce de mélange, tous, qui nous permet d'interagir en autonomie avec tous les métiers du marketing. Alors, comment la growth a été construite chez Mano Mano? Grosso modo, historiquement, ce qui a fait grossir Mano Mano, c'est Google Shopping. Dans le e-commerce, Google Shopping, c'est un des canaux les plus importants. Qu'est-ce que Google Shopping? C'est quand vous tapez perceuse ou t-shirt sur Google, vous allez avoir une bannière en haut avec des produits et ces produits-là sont payants pour les annonceurs.
Et en fait, le gros intérêt de cette bannière-là pour ManoMano, c'est qu'on va pouvoir en fait investir de l'argent sur chacun de nos produits, sur chacun de nos 10 millions de produits. Le deuxième avantage qu'il y a avec ce canal, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir un canal qui se pilote extrêmement bien, puisqu'à chaque euro qu'on va investir dans Go Shopping, on va savoir grosso modo combien ça va nous rapporter en visite, et donc en faisant la liaison avec le taux de conversion, on va savoir combien ça va nous rapporter en revenus. Donc d'un jour à l'autre, en fait, ManoMano est capable de piloter sa rentabilité en fonction du revenu qu'elle veut atteindre et des stratégies à long terme qu'elle souhaite atteindre. Et en face, donc, il y a 10 millions de produits, il y a 5 pays, et ManoMano a une stratégie extrêmement agressive pour entrer sur le marché. On veut passer très rapidement nos concurrents. Et donc, grosso modo, comment a été créée l'équipe Growth? C'était, disons, initialement une équipe Growth Acquisition qui était très, très petite, avec à la fois des profils plutôt Traffic Manager et des profils plutôt Data Science. Et donc, l'objectif initial, le premier projet qui a un petit peu lancé l'équipe, ça a été de construire avec la Data Science un algo en interne pour pouvoir enchérir de manière optimale sur chacun de nos produits. Donc, savoir pour tel type de personne qui a acheté potentiellement rarement, quel argent je vais pouvoir mettre pour être rentable et maximiser mon revenu. Ces algos-là ont été faits en interne. Le machine learning derrière était extrêmement poussé. Et cet algo, cet asset ManoMano, a ensuite servi à levier tout le pilotage de l'entreprise. Pourquoi? Parce que en grande majorité, les utilisateurs, pour venir acheter chez ManoMano, passaient par Google Shopping. Donc, tout le pilotage stratégique se faisait par Google Shopping en se disant, OK, est-ce qu'on veut mettre plus d'argent sur telle catégorie? Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent sur tel segment du business? Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent pour des raisons un petit peu plus long-termistes? Est-ce qu'on a besoin de plus de rentabilité ce trimestre? Est-ce qu'on veut changer la rentabilité pour plus investir dans des nouveaux marchés, etc. Donc, cette vision extrêmement data a fait que l'équipe acquisition et growth est devenue comment dire, une espèce de petite machine pour tester extrêmement rapidement des hypothèses sur Google Shopping et essayer d'itérer pour faire grossir ManoMano. Le point qui est important là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, Google Shopping, ça reste une grosse boîte noire et que du coup, une des seules manières de vraiment comprendre Google Shopping, ça a été de faire énormément de tests et du coup de pouvoir itérer rapidement et valider avec les datas ce qu'on observait. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a vraiment une équipe acquisition payante qui va piloter au quotidien les canaux et une équipe growth qui, en fait, s'est détachée de ce pur travail sur Google Shopping pour venir travailler sur tous les canaux d'acquisition, faire le lien entre les canaux d'acquisition et toutes les stratégies produits de ManoMano qu'on peut trouver. Alors là, je vais un petit peu introduire la suite de ce qu'on va voir. Alors grosso modo, il y a une première étape dans notre méthode qui va être en fait l'expérimentation. La deuxième étape, c'est comment on organise cette expérimentation pour qu'elle soit la plus saine possible et puis pour qu'on puisse tester le plus rapidement possible. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces expérimentations, comment on valide avec la data. Et enfin, comment on va automatiser tout ce qu'on va trouver. Alors, pourquoi on a besoin d'une structure et pourquoi en fait on ne fait pas du growth hacking, mais on essaye de construire tout un process comment dire, périn, c'est qu'en fait, on pense que l'environnement va extrêmement vite et très imprévisible. Je vous ai parlé par exemple de Google Shopping où en fait on ne sait pas comment Google Shopping va évoluer. Peut-être que certains d'entre vous sont à l'aise avec les thématiques SEO, mais c'est un petit peu pareil. C'est des grosses boîtes noires qui évoluent au fil du temps. Et donc en fait, une stratégie qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain. Pareil, si on remonte un petit peu d'un niveau de compréhension, on peut se dire qu'un canal d'acquisition est extrêmement bon à un certain temps et pourrait ne plus l'être sur les futures années. Notamment, par exemple, avec des réseaux sociaux qui ont une grosse popularité et qui cessent quelques temps après. Ensuite, c'est que les solutions qu'on trouve, potentiellement, elles sont bonnes à un certain moment, puis au bout d'un moment, elles atteignent un effet de seuil. Donc, on a épuisé un petit peu toutes les opportunités qu'on pourrait trouver. Et ensuite, parce que la compétition s'améliore, le produit s'améliore, donc tout ce qui est marketing doit s'améliorer constamment. Résultat, la seule manière en fait pour nous de pouvoir cadrer un petit peu cette incertitude, c'est de multiplier les tests dans un environnement sain. Pourquoi multiplier les tests? Tout simplement pour essayer de se donner le plus de chances de trouver des choses.
on n'a pas l'arrogance de se dire on connaît le marketing, c'est ça qui va marcher. Nous, notre vision, c'est plutôt on ne connaît pas du tout le marketing ou même on ne connaît rien. Par contre, on va tester plein de trucs et sur tout ce qu'on va tester, ça va nous apporter des apprentissages ou des wins qui vont nous permettre d'itérer derrière. Donc, grosso modo, une des grosses clés, une fois qu'on a compris qu'il fallait avoir de la vitesse, c'est comment on met en place un peu une structure de réflexion pour faire du growth. Alors, là, ce que je vais exprimer, c'est quelque chose qui est hyper inspiré d'une autre formation américaine qui s'appelle WeForge. Je vous incite vraiment à aller la voir. Et moi, ça m'a pas mal marqué. Et je pense que cette partie est pas pompée, mais en provient d'une bonne partie. Alors, avant de tester, déjà, on se demande un petit peu qu'est-ce que je dois tester. On essaye d'écrire noir sur blanc quels sont les KPI qu'on va essayer d'améliorer. Une fois qu'on a un peu compris quel KPI on essayait d'améliorer, alors ça pouvait être, je ne sais pas, le revenu à coût égal sur Google Shopping, par exemple, on essaye de trouver une solution ou une optimisation qu'on peut faire pour faire bouger ce KPI-là. Cette solution, bien sûr, on l'imagine la plus light possible, de manière à itérer et de tester la valeur le plus rapidement possible. Une fois qu'on a imaginé cette solution, on va maintenant imaginer le test, comment on va pouvoir tester notre hypothèse de manière à observer des résultats qui seront les plus représentatifs d'une implémentation future. Alors, une fois qu'on lance un petit peu notre expérimentation, derrière, on va forcément récolter des données. Ces données-là, elles sont hyper importantes. Donc, on va réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on peut observer. Le KPI principal, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est non biaisé, etc. Est-ce qu'il y a des données secondaires qui peuvent nous permettre d'avoir de l'apprentissage derrière? Et une fois qu'on a analysé les données pour savoir si on va confirmer ou réfuter l'hypothèse, on va pouvoir soit valider notre test et pouvoir scaler derrière notre idée, soit dire non, ça ne marche pas et trouver de nouvelles idées. Tout ça, en fait, c'est très calqué sur le raisonnement scientifique des laboratoires de recherche qui sont eux aussi en face de beaucoup d'incertitudes, mais qui sont dotés de beaucoup de data pour pouvoir valider ou confirmer les hypothèses. Nous, notre vision, c'est un petit peu la même. Si on dit quelque chose est vrai, c'est parce que derrière, on a mis beaucoup de data et on n'a pas réussi à réfuter l'hypothèse avec toutes les data qu'on avait. Alors, j'ai parlé pas mal de data et là, je vais peut-être rentrer au cœur du sujet de la data. Alors, la data, on peut la voir sous 4 prismes. La première, il y a tout ce qui est le parti tracking qui est extrêmement important. Derrière, c'est le tracking. Il y a des équipes qui peuvent être dédiées chez ManoMano ou alors une partie du tracking peut être faite par l'équipe Growth sur ces sujets qui lui sont propres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le tracking? En fait, on va essayer déjà de détecter des opportunités. Ça peut être des opportunités de performance, par exemple, voir si un canal ne fonctionne pas à un certain endroit, comment on fait pour l'améliorer. Si Google Shopping sous-performe dans une catégorie, comment on fait pour pousser Google Shopping sur cette catégorie-là. Ça peut être beaucoup de scrapping pour essayer de comprendre, j'y reviendrai à la suite, comment notre compétition elle travaille ses produits et comment nous, on peut se placer par rapport à notre compétition. Et ce tracking-là nous permet de trouver de nouvelles opportunités pour travailler en interaction avec la compétition. C'est aussi essayer de traquer la contribution de tous les canaux d'acquisition. Alors, cette contribution-là, elle est suivie par l'équipe Growth, mais il y a forcément aussi pas mal d'équipes Data Analytics qui suivent ça encore plus près que nous. Et cette contribution, ça va être de se dire tout simplement, OK, il y a un canal qui s'attribue du BV. Est-ce que c'est du pur BV, pardon, du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est du pur chiffre d'affaires ou en fait, est-ce que ce canal vient cannibaliser du chiffre d'affaires qui aurait été fait naturellement? Donc, tout ça, c'est hyper important pour nous de traquer cette partie de la data pour un peu comprendre ce qui se passe. Ensuite, il y a la partie validation. Donc, une fois qu'on fait nos tests, qu'on a eu nos idées, qu'on a lancé des solutions et qu'on regarde un petit peu si ça marche ou si ça ne marche pas, on a tout un attirail de tests pour valider que ce qu'on fait est bon et pour être bénéfique sur le futur de l'entreprise. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent tout ce qui est A/B test. Alors, chez ManoMano, on en fait énormément, notamment en marketing. Je ne suis pas sûr qu'on lance des choses sans avoir proprement validé que les résultats étaient bons auparavant avec des tests statistiques significatifs. Ensuite, on a pas mal de choses qui peuvent être un petit peu plus compliquées. On essaie d'estimer la causalité de certaines variables qu'on n'arrive pas à faire des A/B tests. On essaye de réfléchir sur comment supprimer tous les biais qui viennent en compte lors de nos tests. Ensuite, la data, elle vient forcément pour
pas forcément uniquement identifier les opportunités et les valider, mais aussi améliorer des solutions existantes. Chez ManoMano, on utilise beaucoup la data science, et donc par la data science, j'entends les algos et le machine learning pour améliorer le marketing. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Google Shopping de manière historique. Aujourd'hui, on a plein de moyens d'améliorer cette expérience marketing. Par exemple, on vient scorer des utilisateurs pour essayer d'identifier s'ils font partie plutôt d'une cohorte professionnelle ou une cohorte de particuliers. On vient scorer des produits pour savoir quel argent on est prêt à mettre dans nos canaux marketing dessus. On vient scorer des appels clients pour savoir lesquels méritent d'être appelés, etc. Oh, excusez-moi. Et enfin, la data nous apporte quelque chose qui nous est hyper cher, c'est de construire en fait des nouvelles solutions. Juste avec la data, on est capable chez ManoMano de construire des produits qui vont améliorer la productivité des équipes ou d'autres pans du business. Et ça, c'est plutôt cool. Par exemple, en connectant les données comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données de produits avec les données d'acquisition pour savoir un petit peu comment on active le levier en fonction de notre catalogue, connecter les données de scrapping avec les données de sourcing, donc savoir quel marchand à faire rentrer chez ManoMano et quel marchand on va un petit peu travailler pour améliorer ses prix. On va utiliser à donner la navigation des utilisateurs avec nos sales professionnels pour savoir les sales, quels utilisateurs ils peuvent un petit peu plus travailler, quels utilisateurs sont en train de churner, quels utilisateurs méritent un petit peu un accompagnement supplémentaire par rapport à d'autres utilisateurs. Donc tout ça, ça nous permet de créer des outils qui sont en fait lancés par l'équipe Growth et qui sont propagés à la boîte. Donc tout ça pour synthétiser que la data est extrêmement chère à notre équipe et c'est pour ça qu'on fonde un petit peu tout notre déroulé là-dessus et nos compétences. Une fois qu'on a utilisé la data, qu'on a testé, qu'on a identifié les opportunités et qu'on a validé que ça a marché, l'un de nos cœurs de métier, c'est l'automatisation. On ne peut pas se dire dans une boîte comme ManoMano où il y a des millions d'utilisateurs, des millions de marchands et des centaines d'employés qu'on peut lancer les choses manuellement. Alors pourquoi on automatise? Premièrement, pour nous libérer du temps à l'équipe Growth pour tester à nouveau. Parce qu'en fait, dès qu'on lance une nouvelle idée et qu'elle fonctionne, si on ne l'automatise pas, derrière, c'est du temps passé à la relancer toutes les semaines, à donner des feedbacks aux équipes, etc. Et ce temps-là est pris sur notre temps d'exploration pour la suite de l'aventure. Ensuite, automatiser nous permet de rester hyper agile et d'avoir une équipe réduite. On pourrait très bien se dire, OK, le projet est intéressant, on va prendre quelqu'un pour le maintenir, pour un peu essayer de le lancer de manière semi-automatique et l'équipe va grossir. Nous, notre idée, c'est que pour faire de la growth, on est relativement mieux dans une équipe réduite parce qu'on interagit mieux. Il n'y a pas du tout de problème de fluidité dans nos échanges avec les business, etc., puisqu'on sait exactement, nous quatre, ce qu'on fait dans l'équipe. Et ensuite, tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, ça augmente considérablement la productivité des équipes d'automatiser. On trouve plein de solutions qui ne sont pas forcément marketing, mais tout simplement qui permettent aux équipes de gagner un temps fou en arrêtant de faire des clics, du copier-coller, etc. Et ça, c'est hyper important dans une boîte qui veut scaler. Comment on fait pour automatiser ces solutions? Notre règle de base, je pense que vous la connaissez tous, c'est le 80-20. On essaye de vraiment ne pas aller loin en complexité et que chaque incrément de tech s'accompagne d'un gros incrément business. Pourquoi? Parce qu'en créant de la complexité, on crée de la maintenance et avec cette maintenance, on a besoin de grossir, de gérer des gens pour s'occuper de la maintenance, de gérer les relations avec le business quand ça casse, etc. Donc, on essaye de rester extrêmement simple dans ce qu'on fait. Ensuite, l'autre point très important de l'automatisation, c'est forcément le monitoring et l'alerting. Quand on crée une solution autonome, on ne peut pas se permettre de ne pas regarder si ça casse et d'attendre qu'une équipe vienne nous dire et au fait, ça fait 1 mois que tu ne nous as pas envoyé de nouveaux sellers à aller chercher. Je pense que c'est un problème. Non, là, on crée tout un système d'alerting, de monitoring pour pouvoir savoir quand même au quotidien, avec un temps relativement réduit, ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les solutions qu'on a lancées. Ensuite, il y a tout le principe de ne pas réinventer la roue. En ce moment, on parle beaucoup du no-code. Chez ManoMano, on code beaucoup de choses en interne, mais pour autant, on essaye un petit peu de faire communiquer les deux. Et on lance énormément de solutions un petit peu comment dire, quick and dirty en utilisant
soit des Google Sheets, soit du Zapier, soit d'autres outils pour essayer d'aller plus vite et pas de perdre de temps à coder des choses trop complexes. Ceci dit, même en prenant un petit peu toute cette, comment dire, toutes ces contraintes-là, on a quand même besoin de temps en temps de transférer les plus gros projets à nos équipes tech, notamment quand les projets prennent tellement d'ampleur que c'est extrêmement important de les sécuriser et de faire en sorte que si toute l'équipe passe sous un bus, on puisse continuer de sortir des gains, des opportunités qu'on a trouvées. Donc, on a un job aussi qui est de s'assurer que si un projet mérite d'être transféré, on le transfère à des équipes tech. Par équipe tech, j'entends souvent une feature team avec un product manager et quelques devs qui ont souvent un scope en plus et qui vont venir comment dire, prendre notre projet, le cleaner un peu, le sécuriser et en devenir les honneurs totalement. Alors, maintenant, pour rentrer dans quelques détails de nos projets et ce que ça nous a permis de faire, le test et l'automatisation, j'ai essayé de sortir quelques sujets un petit peu comment dire, larges et qui touchent un peu tous les domaines de ManoMano. On a un gros scope chez ManoMano avec l'équipe Growth qui a été le scrapping. En fait, on est capable aujourd'hui, grâce à des outils internes, d'aller chercher l'information de produits, de nos 10 millions de produits sur le marché. C'est extrêmement important parce qu'en fait, derrière, ça nous permet de nous connecter avec le marketing et de comprendre ce qui se passe quand on fait de l'acquisition, pourquoi l'acquisition elle ne marche pas sur un produit. Tout simplement, c'est potentiellement que le produit il est plus cher que tout le marché. Ça nous permet de comprendre aussi quels sont les marchands qui vendent ces produits sur le marché pour pouvoir potentiellement les intégrer chez ManoMano. Et donc ça crée tout ce qui est scrapping, ça crée un éventail de solutions en interne qui est faramineux et notamment des solutions extrêmement automatiques qui vont permettre de nourrir le business avec relativement peu d'interaction de notre part. Ensuite, on a des gros projets un petit peu de reciblage d'utilisateurs professionnels. Donc, essayer de comprendre, chez ManoMano, pardon, je ne l'ai pas dit, mais on a une plateforme B2B et une plateforme B2C. Plateforme B2C, c'est vous et moi. La plateforme B2B, c'est les artisans du bâtiment. Et aujourd'hui, on est élargi à un petit peu toutes les entreprises avec du coup un gros taux de repeat parce que c'est les gens qui ont besoin d'acheter plus régulièrement. Et donc là, il y a des gros enjeux de comment on détecte nos utilisateurs B2B sur la plateforme. Et là, le mini hack, mais peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est en fait dans l'information des mails, on entraîne des modèles de machine learning pour pouvoir identifier un mail qui est un mail professionnel d'un mail particulier. Par exemple, un jeanpauldubois@gmail.com, là, on essaye de dire non, ce n'est pas un professionnel. Par contre, un contact@menuisier.com, là, on met le feu vert. Et du coup, on est capable de construire des bases d'utilisateurs pour être retargetés derrière par tout ce qui est marketing et produits. On a aussi des outils d'automatisation qui permettent notamment de déterminer quels sont les produits hors scope pour ManoMano pour essayer d'éviter de mettre de l'argent sur des produits qui sont en dehors de notre stratégie ou carrément, potentiellement illicites qu'il faut mieux supprimer carrément du catalogue. On a aussi des sujets pas mal avec nos sales B2B pour savoir un petit peu comment on va scorer les utilisateurs, pour savoir qui on va appeler, pour quelles raisons, etc. Donc en fait, l'équipe Growth, en travaillant sur le marketing perf, a vraiment une vision assez transverse et est capable du coup de créer des opportunités pour tous les métiers en partant du marketing. Tous les sujets que je vous ai montrés, en fait, c'est des projets de comment on fait la meilleure acquisition, comment on fait de la meilleure rétention. Et si on n'y arrive pas directement en utilisant les canaux d'acquisition, on remonte un petit peu en amont pour essayer de travailler sur les produits, par exemple, ou travailler sur nos sellers pour qu'on ait des meilleurs produits. Voilà. Je pense que c'est la fin de toute l'explication sur l'approche growth chez ManoMano. Donc, pour revenir au thème, je crois que je n'ai pas dit une seule fois growth hacking de la présentation, donc j'essaie de ne pas faire un hors-sujet et du coup de conclure convenablement. Alors, il y a le growth hacking où c'est vraiment un set de tactiques. Donc, c'est se dire qu'il y a des gens qui sont capables d'identifier des trucs qui seraient incroyables. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens créatifs. Pour autant, je pense que dans une boîte qui est relativement grosse, le plus important, c'est d'avoir des profils qui sont bons, qui sont proactifs et qui sont capables de tester rapidement des choses. Mais c'est surtout aussi d'avoir une bonne approche globale avec une méthode, de la data correcte, de l'automatisation pour pouvoir vraiment activer toutes ces opportunités. Potentiellement, on va rater des choses qui sont incroyables si on serait mis dans une pièce tous ensemble à réfléchir, à trouver le hack
le dernier acte, peut-être qu'on aurait traité quelque chose, mais je pense pour autant qu'en ayant cette approche un peu systémique, ça nous permet d'avoir plus d'opportunités à terme et que ça soit plus sain pour le business dans le futur. Voilà un petit peu pourquoi je pense que le terme growth hacking est aujourd'hui potentiellement à bannir des offres d'emploi. Le terme growth engineering est plus approprié. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me permet de rebondir sur notre recrutement. Forcément, je me permets d'utiliser cette présentation pour faire un petit peu de communication RH. Donc, notre équipe, on recrute des growth engineers en B2B, en B2C. Alors, les growth engineers, c'est ceux qui vont avoir vraiment un scope très tourné sur automatisation et essayer de trouver des opportunités tech un peu à droite, à gauche dans le marketing. On va recruter un growth data analyst pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent tous les canaux d'acquisition et de vraiment utiliser les maths pour trouver de nouvelles opportunités. Et enfin, si mon discours vous a pas suffisamment emballé et que vous êtes intéressé par d'autres équipes de Mano Mano qui sont très cool, on a plus de 100 postes actuellement ouverts à à Paris, Bordeaux, Barcelone ou même en remote sur un peu tous les pans du business, la logistique, le dev, d'autres équipes marketing, les sales, etc. Voilà, c'était un plaisir de faire cette présentation et puis hyper ouvert pour discuter de growth et de répondre à vos questions. Trop bien, merci beaucoup Victor, merci pour cette présentation. Là, ça nous donne évidemment une idée vachement plus claire de comment est-ce que vous êtes organisé chez Mano Mano. En effet, vous avez l'air d'être une bonne armée bien solide, c'est chouette à voir. J'ai une petite question avant de vous laisser la parole. Là, si tu devais donner un conseil à une personne qui hésite à potentiellement chercher un boulot en gros, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais de se former, on n'a pas parlé tellement d'outils, mais de se former aux bases de la tech. Ça dépend de la boîte. Pour une boîte comme Mano Mano qui est extrêmement data, comme je l'ai répété dans le point, la base, c'est quand même se former à Python. Pas un niveau extrêmement important, mais être capable de faire quelques petits scripts. De même pour le SQL, qui pour moi aujourd'hui est un des fondamentaux pour tous les métiers de la tech. Et ensuite, en fonction des métiers et des boîtes, côté Mano Mano, c'est se former à toutes les problématiques d'acquisition B2C, donc Google Shopping, le SIM, etc. Et puis si c'est des business un peu plus SaaS, forcément se former au métier de commercial pour comprendre un petit peu leurs enjeux. Voilà. Et enfin, ça fait jamais de mal de comprendre un petit peu les bases du développement web, à savoir HTML, CSS, JavaScript, qui peut être utile pour travailler un petit peu des landing pages ou pour faire du scrapping. Trop bien, hyper intéressant comme réponse, c'est marrant parce que c'est une question qu'on pose beaucoup à la formation Growth e-learning où c'est pas mal de Head of Growth, de Alan, de Lemlist, de Spendesk et tout. Et c'est marrant de voir un peu la différence. Il y a pas mal de boîtes où typiquement, nous, certaines personnes en growth nous disent, en fait, être hyper tech, ça peut être intéressant plus tard dans ta carrière. Au début, tu n'en as pas forcément besoin, mais là, c'est intéressant d'avoir le point de vue de Mano Mano. En effet, vous avez l'air d'être vachement plus tourné vers la data et d'être hyper solide là-dessus. Donc, trop bien, merci pour ta réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions, enfin, est-ce que vous avez des questions pour Victor? Là, c'est le moment où je vous laisse allumer vos micros et vous lancer. Sur son parcours, sur Mano Mano, sur le gros, sur l'organisation. Bon, vous m'entendez? Oui, très bien, Michael. Oui, bonjour Joséphine. Salut. Ouais, ouais. Oui, donc je me présente. Donc moi, je suis entrepreneur. En fait, alors moi, je suis venu un petit peu en retard. Donc autant pour moi si tu as déjà donné cette explication. Alors oui, je suis dans le réseau d'affaires et en fait, moi, mon sujet, c'est de réunir les entrepreneurs entre eux pour qu'ils puissent s'échanger du business. Voilà, pour la rapide présentation. Ouais, donc je suis arrivé en retard, donc je n'ai peut-être pas entendu, mais j'étais venu parce que le titre était très intriguant. Pourquoi on devait ne plus utiliser le terme de growth hacking. Donc, est-ce que tu pourrais, si tu as déjà dit autant pour moi, est-ce que ça m'avait intrigué? Et je ne t'ai pas vu dans le déroulé, pourquoi on ne devait plus le dire? Ouais, je vais resynthétiser. Derrière le hack, pour moi, c'est un peu l'aspect tour de magie. Et c'est de se dire qu'il y a des profils qui sont des magiciens et qui trouvent des opportunités. Potentiellement, il y en a, mais pour construire une équipe,
et pour construire des process, pour trouver plein de solutions dans cet environnement hyper incertain qui est le marketing, faut mieux s'abstenir d'utiliser le terme hacking et plutôt de travailler sur l'approche systémique, de construire vraiment un process de test. Donc là, c'est une vision très scientifique, voire ingénierie de la growth, plutôt qu'une vision hacking qui sortirait un petit peu du chapeau. Complètement, Voilà. je suis hyper d'accord. Même si je peux rajouter, dis-moi Victor si tu es d'accord, mais en fait, c'est un terme qui marchait beaucoup au début quand ça arrivait en France. On ne savait pas vraiment ce que c'était. Et donc, en fait, là, le mot hacking avait du sens parce que pour relier certains outils, c'était plus simple de le faire. Aujourd'hui, on sait que ça existe. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui se sont aussi baqués contre ça ou pour ça. Et qui, du coup, pour pouvoir en faire, en fait, en effet, il faut suivre un process. C'est des méthodos à suivre. C'est hyper rigoureux. C'est hyper suivi, très traqué. Victor, on a beaucoup parlé de la data. Mais en fait, parce que c'est pas juste un tour que je sors de mon chapeau et ensuite basta. En fait, tu fais tu tentes des choses que tu suis et avec de la donnée, tu vas pouvoir savoir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne, c'est génial. Ça fonctionne pas, tu kills et tu recommences quelque chose d'autre. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de gros hacking. Ça marchait à l'époque. C'était sorti notamment avec Dropbox, où c'est pour ça que c'est vachement arrivé en France. C'était ce terme gros hacking, mais en fait, qui aujourd'hui n'a plus de sens parce que c'est une méthodologie maintenant que tu dois suivre. C'est plus nouveau qu'à avant. Et donc, en fait, ça va te donner cette impression que tu peux, en un rien coup, que par la créativité, changer quelque chose. Alors que non, c'est plus tech et tu as des process à suivre, quoi. Je sais pas si ça a un peu répondu à ta question. Oui, alors, Victor, dans ce que tu me dis, et je peux être que d'accord, en fait, j'ai l'impression que là, tu désignes en fait le cliché que l'on peut avoir vis-à-vis du gros hacking. Parce que les quelques échanges que j'ai eu par exemple, avec un gros hacker et quand je regardais un petit peu comment fonctionnait le framework, alors attention, je ne le prononce pas toujours très bien, voilà, c'était plutôt dans ce que tu disais, c'est-à-dire effectivement, ben, on regarde tous les pendants de la croissance d'une boîte, on regarde ce qui va pas, on teste pas mal de choses, mais on est dans une démarche finalement très rigoureuse, avec un peu de créativité certes, mais toujours rigoureuse pour voir ce qui fonctionne et à réitérer jusqu'à qu'on trouve la bonne formule et de l'améliorer. Mais ce que tu as défini au tout départ, c'était plutôt le cliché de gens qui connaissent assez peu finalement le gros hacking. Ouais, je pense que le titre est un peu provoquant et je suis certain que des gens qui se définissent comme growth hackers appliquent la même approche. L'enjeu du titre était justement de contraster le cliché avec l'approche systémique. Mais tout à fait d'accord, il y a sûrement des personnes growth hackers hyper intéressantes et hyper structurées dans leur domaine. Moi, ce qu'on peut entendre parfois de la part de chefs d'entreprise ou de managers, etc., c'est que avec ce terme hacker, ça leur fait penser qu'en fait, on va leur trouver des solutions miracles. Et ça, je pense pas que ce soit très sain pour notre métier, parce que non, potentiellement, on va faire 3 tests et les 3 tests qui vont pas marcher. Par contre, on va en faire 100 et sur les 100, il y en aura peut-être 10 qui marcheront. Et donc, leur dire qu'il y a des hacks, c'est leur dire que on lance une solution et forcément, ça va marcher. Non, on construit un process, on va tester plein de trucs et à la fin, ça marchera. Mais il n'y a pas de tour de magie. Comme il n'y a pas de tour de magie en science, il n'y a pas de tour de magie quand on fait de la recherche sur le vaccin, il n'y a pas de tour de magie quand on fait de la recherche en astronomie. C'est vraiment des choses bien construites avec des profils forcément intérieurs compétents, mais le système est important. Et je rebondis sur ça, c'est qu'en fait aussi à l'époque, il y a quelques années, même sur LinkedIn et tout, en termes de posts, il y avait plus de personnes qui mettaient gros hacker. Aujourd'hui, en fait, les personnes qui travaillent en grosse, comme Victor, ils vont s'appeler senior grosse manager, grosse marketing manager. On en voit beaucoup moins des gens qui vont dire gros hacker parce que le terme hacking a dénaturé un peu vraiment ce qu'on faisait en grosse. Et c'est pour ça, et c'est d'où le titre de ce webinaire, en effet, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Victor? Oui, moi j'ai une question pour Victor. Je suis désolée, Victor, je ne peux pas mettre ma caméra, elle ne marche pas parce que je suis sur la route. J'ai suivi Gros Hacking avec justement Joséphine chez Lyon. Donc j'ai été très intéressée et effectivement, je fais le parallèle avec ce que tu racontes. Je suis business développeur et moi j'ai une question pour toi. J'ai longtemps pensé que le gros hacking était le nouveau bizdev des boîtes et je voulais savoir comment tu te positionnais par rapport à ça sur Mano Mano. Ouais, super question.
Je pense que ça dépend vraiment de comment la croissance de la boîte, d'où la croissance de la boîte, elle provient. Ouais. Aujourd'hui, on voit même des growth products. Il y a des produits où toute la croissance vient du produit en lui-même. On peut penser notamment aux réseaux sociaux, où il y a tous les mécanismes de parrainage, de like, etc., qui font monter le business plus rapidement que l'acquisition payante. De l'autre côté, en fait, il y a les boîtes plutôt logicielles et orientées sales, où là, en fait, les profit growth, ça va être carrément des gens qui vont travailler main dans main avec les business développeurs pour essayer de trouver des opportunités. Donc, l'exemple type qu'on a en tête, je pense, c'est la landing page qui dit inscris-toi. Et puis, en fait, derrière, tu as un sales qui te rappelle. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment fournir les bons leads. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Joséphine parlait des compétences, je disais que pour une boîte SaaS, potentiellement, c'était bon d'avoir une petite compétence commerciale ou en tout cas de comprendre comment ça fonctionnait parce que là, tout l'enjeu, en effet, c'est de connecter le BizDev avec le marché et du coup pouvoir enrichir de la donnée, essayer de comprendre au mieux quel est son process de qualification pour automatiser un petit peu, etc. Et maintenant, chez ManoMano, tout est extrêmement automatisé. Il n'y a pas de sales. J'ai parlé de sales parce qu'il y en a côté artisan, mais pour autant, le plus gros du business, c'est automatique. Un utilisateur chez ManoMano, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par Google Shopping en général, il passe par le SEO, il passe par le SIM. Et donc, tout ça, c'est indépendant des BizDev. Nous, notre job, c'est d'optimiser le marketing parce que c'est comme ça que le business y vient. Et c'est pour ça que notre cœur de métier, c'est ça. Maintenant, le cœur du métier d'une autre équipe dans ça va être plus accompagner un BizDev et une autre équipe dans une boîte un peu plus product-led growth, ça sera de faire du produit vraiment, quoi, de mettre des nouveaux features qui font bouger la croissance. Ok. Non, mais je te remercie. C'est comme ça que je l'avais compris. D'ailleurs, quand on a eu une présentation de start-up, la personne a carrément dit on n'a plus besoin de sales. Donc, du coup. Ouais, ça, je pense que ça dépend des boîtes, hein, mais il y a beaucoup de boîtes qui en ont besoin, heureusement. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, juste une autre question à poser, là, puisque nous, entre nous, voilà, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Tu n'aurais pas comme ça 2-3 hacks à nous filer là, avant qu'on se quitte? Alors non, je peux parler de projets spécifiques à ManoMano, mais des hacks de manière générique, non, pas tellement. Non, je peux juste vous donner des conseils, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités encore à aller chercher sur les canaux d'acquisition payantes. On est tout oui, là, on t'écoute. Il y a pas mal d'opportunités à aller chercher sur les canaux d'acquisition payants, mais encore une fois, ça dépend pas mal de votre business. Il faut tester énormément. Alors, je pense notamment au SIM. Il ne faut pas hésiter à utiliser les générateurs de mots-clés pour tester énormément de mots-clés, puis après réduire un petit peu son scope. Sur Google Shopping, je ne sais pas si certains travaillent sur Google Shopping, mais il ne faut pas hésiter aussi à essayer de comprendre un petit peu comment Google Shopping travaille sur chacun des produits et pas juste réfléchir à Google Shopping d'une manière hyper large. C'est bien de réfléchir un peu à différenciation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, excuse-moi, je n'ai pas tout compris ce que tu viens de dire. De quoi Gross Shopping, de quoi tu parles? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Google Shopping, pardon. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Google Shopping, c'est le plus gros canal de ManoMano. C'est la bannière quand tu tapes perceuse sur Google. Enfin, c'est la première bannière de produit que tu vois sous le search. Ok, donc je tape perceuse et ensuite? Et là-dedans, du coup, tu as tous les produits qui apparaissent. Et en fait, ManoMano, un de nos gros enjeux, c'est d'être bien positionné là-dedans parce que la très grande partie des utilisateurs du e-commerce passe par ça. Et du coup, tous nos tests, ils sont là-dedans. Je ne vais pas rentrer sur notre tactique hyper précise qu'on fait là-dedans parce que je pense que s'il y a une petite part de confidentialité à respecter. Mais grosso modo, il y a beaucoup de choses à tester ici. Je ne me lancerai pas dans la perceuse, si ça peut te rassurer. Donc, il n'y aura pas de concurrence et déloyale. Je ne me lancerai pas dans la perceuse, mais c'est juste au moins pour comprendre ce que tu viens de dire. Donc, on peut se faire référencer par Google Shopping pour ceux que ça intéresse? Ah ouais, carrément. Ouais, on peut se faire référencer tous les produits. Et en fait, si vous avez une marketplace, plutôt un site de e-commerce, c'est relativement simple de mettre des produits sur Google Shopping. Je vais répondre un petit peu à côté, mais je pense que ça reste intéressant pour parler de ce canal. C'est qu'aujourd'hui, ce canal-là et Google en général est tellement optimisé qu'en fait, on est capable aujourd'hui sur Google Shopping de mettre un produit, de fixer une rentabilité. Et derrière, Google
va maximiser le revenu pour ce produit-là. Donc, en fait, une très grande partie des actions sur le shopping a été automatisée par Google Shopping. Et donc, il y a un petit peu moins entre guillemets, de hacks et de tactiques à trouver sur Google Shopping. Mais pour autant, de notre côté, on continue de le tester vachement pour essayer de comprendre cette boîte noire. Et sachant que c'est notre plus gros levier d'acquisition sur 1 milliard de chiffre d'affaires, quelques pouillèmes de pourcentage sont déjà assez cool à aller chercher. Désolé de ne pas avoir répondu totalement pour les hacks, mais là, j'en ai pas en tête de point de vue. Non, merci. Ça fait déjà un sujet à étudier ce soir. Je pense qu'on va être 35 à étudier comment fonctionne Google Shopping. Trop bien. Merci beaucoup pour ta réponse et pour toutes les questions. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, j'en aurais une. Dans ta présentation, tu parlais quand même beaucoup, énormément d'acquisitions. Si tu devais un peu répartir ton travail, enfin, la part de ton travail sur on va dire, tout ce qui est acquisition par rapport aux différentes étapes du funnel, comment tu répartirais? Parce que enfin, je pense que par ton travail, tu peux faire aussi beaucoup de choses sur la rétention, agir beaucoup sur la rétention et sur le referral. Mais tu n'en as pas trop, tu l'as pas trop évoqué. Comment tu répartirais? Ouais, carrément. Bah, déjà, en fait, Mano Mano, c'est 13 acquisitions tout le temps. Parce qu'en fait, même la rétention, un utilisateur qui est déjà venu, qui a un compte chez nous, il va repasser par des canaux marketing. Tu as besoin de les optimiser même pour les utilisateurs récurrents. Alors, à la limite, tu peux faire des tests sur tes audiences et mettre un petit peu moins d'argent sur des utilisateurs qui sont déjà venus. Mais tu as quand même enfin, l'acquisition est quand même hyper déterminante. Maintenant, on bosse aussi sur la rétention. Notamment, notre équipe s'est occupée de créer toutes les stratégies de coupons, de discount sur la marketplace. Ça, c'est un sujet vraiment important pour le retail, à savoir quand est-ce qu'on donne un incentive à un utilisateur ou à un produit donné. Et ça permet de travailler notamment sur un peu, même si on ne mesure pas exactement ça, mais la lifetime value de l'utilisateur. Donc pour pas trop m'éparpiller et répondre un petit peu sur mon temps, je dirais que aujourd'hui, moi personnellement, je ne travaille pas sur la rétention B2C à proprement parler, mais il y a une personne dans l'équipe qui bosse sur ça. Moi, je vais occuper mon temps en fait plutôt sur l'acquisition, sur les produits. Donc vraiment essayer de comprendre quels sont les top produits de Mano Mano, quels sont les produits qui sont moins bons. S'il nous manque des produits, comment aller les chercher, comment automatiser, comment on va les chercher. Et je vais bosser aussi pas mal sur la partie B2B que j'ai pas trop évoqué ici, mais qui a un business un peu plus différent parce que là, les artisans et tout ont un plus gros repeat. Donc là, on a des sales, j'en ai parlé un petit peu, mais où j'ai un gros rôle pour essayer de comprendre un petit peu toutes les stratégies d'appel qu'on peut avoir avec nos utilisateurs, comment faire migrer les populations de professionnels sur la plateforme particulière. Donc c'est tout un ensemble. Il y a une partie du B2B et la partie acquisition où le temps il est réparti un petit peu en fonction des plus grosses opportunités, mais c'est souvent très axé acquisition. Ouais, désolé, je me suis peut-être un petit peu éparpillé sur cette question, mais j'ai du mal Non, non, à un peu plus structurer non, ma c'était bien, réponse. mais typiquement, je pense à un truc par rapport au lead scoring. Genre, typiquement, c'est Ouais. quelque chose que tu peux utiliser s'il y a des clients qui sont particulièrement satisfaits, de les pousser à faire du referral, de certaine manière. Il y a pas mal de choses à Ouais. tester, j'imagine. Quelque chose. Peut-être pour rebondir sur le referral, on a testé chez Mano Mano. On a fait des tests par rapport à ça. Je pense qu'il y en aura d'autres. Le premier test qu'on a fait, c'était surtout sur le B2B. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir du repeat pour avoir du referral. Si l'utilisateur il vient que de temps en temps pour acheter une perceuse, c'est mon avis perso, hein, mais je pense que c'est plus dur pour vraiment l'engager et l'inciter à dire à ses amis, viens chez Mano Mano, etc. Par contre, on l'a testé en B2B parce que là, justement, l'artisan, il achète plusieurs fois par semaine, il est beaucoup plus engagé et on se dit que là, potentiellement, c'est beaucoup plus facile pour lui de partager l'information. Voilà, donc on a fait des tests de referral. Après, tout ce que tu parlais de user scoring, on le fait aussi, mais encore une fois, plutôt sur le B2B. Le B2C, on a une approche par utilisateur, mais comme à chaque fois, il faut retravailler tous les utilisateurs avec de l'acquisition, etc., on a plutôt quand même un prisme
acquisition plutôt que parcours d'utilisateur, ou en tout cas, comment dire, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un utilisateur, quoi. Ça, le produit s'en occupe, bien sûr, mais nous, on s'occupe plutôt de l'acquisition. Par contre, le B2B, là, les scorés d'utilisateurs et tout, c'est extrêmement important. Comme il y a du repeat, quand on peut venir du coup les retravailler plus souvent parce qu'ils viennent plus souvent, donc on peut faire des bannières un peu plus intelligentes. On peut faire travailler les sales. L'emailing est un peu plus impactant aussi parce que forcément, comme ils sont plus engagés dans le produit sur du quotidien, c'est plus facile de les faire venir avec de l'emailing. On a une app aussi. Alors nous, l'équipe Growth, on ne travaille pas trop sur l'app encore, mais l'app au B2B commence à prendre vachement d'importance. Donc voilà. Est-ce que ça a répondu, Thomas, à ta question? Ouais, très bien, très bien, très bien. Génial. Eh ben, on va pouvoir clôturer ce beau webinaire sur cette dernière question. Merci encore à tous d'avoir été avec nous. Merci Victor de nous avoir partagé ta vision et vraiment l'organisation et l'approche que vous en avez chez Mano Mano. C'était hyper intéressant. Merci encore. Et globalement, en fait, si on peut donner une mini conclusion, mais nous, ce qu'on dit, c'est pas du tout que le gros c'est terminé, que c'est juste ce mot hacking. On veut se retirer des esprits le fait que le gros est sorti de son chapeau et que créatif. Non, c'est très structuré, il y a une méthodologie à suivre, il y a des outils, il y a tout un suivi et une rigueur à avoir, évidemment aussi en se disant ok, ça marche pas maintenant, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire autrement, il y a toute cette partie-là bien sûr qui existe, mais voilà, c'est juste retirons le mot hacking qui peut perturber et donner une mauvaise vision. Et un dernier point aussi qui est le gros, qui est super transverse dans certaines entreprises. Ils vont surtout bosser main dans la main, comme Émilie pose cette question, avec les sales. Là, plutôt market, parfois avec plus tech, parfois c'est le tout. Enfin voilà, donc faut rester un peu à l'écoute et comprendre comment c'est fait dans d'autres entreprises et surtout continuer à apprendre et à apprendre par Victor et tous les autres experts qui vont vraiment vous partager leur quotidien et du coup les enjeux et la réalité qu'ils peuvent vivre, quoi. Donc merci à tous, merci encore Victor d'avoir été avec nous, merci d'être resté aussi avec tous ces décalages de dates, ces live, pas live. Donc voilà, merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite chez Lyon parce qu'on refera évidemment des événements en présentiel dès qu'on pourra et plein de webinars. Merci à tous, Joséphine. bonne soirée. Ciao. Bonne Ciao, bonne soirée. soirée.